Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de numérique. Vous en avez sûrement entendu parler ces derniers temps, mais beaucoup de gens se posent des questions concernant l'usage du numérique dans nos vies, et notamment en termes d'écologie. La problématique que je souhaitais aborder aujourd'hui est: faut-il arrêter le numérique pour respecter l'environnement ? Cette vidéo fait suite à une vidéo de Dr Nozman, un youtubeur que j'aime beaucoup et qui a réalisé un exposé très intéressant sur les pollutions du numérique, que je vous invite à regarder. Je vous mets la vidéo ici et vous trouverez aussi son lien dans la description. Et je souhaitais partir de cette vidéo puisqu'elle permet de faire un constat très intéressant, mais surtout que malheureusement je trouve qu'elle ne se contente que de parler d'une partie du problème, et moi je souhaitais aller plus loin en fait sur cet exposé. La première chose qui est constatée vis-à-vis du numérique, c'est son impact carbone. Il s'avère que effectivement, lorsque l'on effectue des actions sur internet, on va consommer du carbone, et c'est quelque chose qui est assez caché puisque on nous vend souvent que utiliser le numérique à la place par exemple d'imprimer ça respecte plus l'écologie. Et ben en fait c'est pas nécessairement le cas, puisque ne serait-ce que l'envoi d'un email produit un impact carbone non négligeable. Donc c'est vrai que déjà, je trouve que du coup, le constat est assez limité, puisqu'on se contente de parler du carbone, mais aussi on va se contenter de ne cibler qu'un seul responsable pour ce problème, et ça va être le consommateur. On va donc vous inviter à mettre en place des actions pour corriger votre impact numérique, alors qu'en fait vous n'êtes pas le seul impliqué dans cette histoire, et on va y revenir. Donc comment et pourquoi vous êtes responsable? Parce qu'en fait, vous effectuez ces actions comme envoyer des mails beaucoup, ne pas nettoyer votre boîte mail, comme utiliser des matériels et les renouveler fréquemment. Et donc toutes ces actions ont un effet boule de neige qui fait que vous consommez du carbone. Prenons l'exemple d'une personne qui décide d'acheter un smartphone. Ce smartphone est nécessairement produit en Asie, puisqu'il y a très peu d'appareils qui n'y sont pas produits tout simplement. Et en Asie, on va être précis, souvent en Asie, les usines de fabrication industrielle vont se trouver en Chine. Or la Chine utilise majoritairement du charbon. Donc vous achetez un outil qui a déjà eu un impact carbone colossal puisqu'il a été produit à l'aide de charbon. Ça va être la même chose quand vous commandez des produits sur Amazon, puisque la plupart des produits que vous achetez vont être fabriqués en Chine, et donc on revient au même, c'est-à-dire qu'on a des usines qui tournent au charbon. Donc tout ça fait que ça vous oblige à énormément réfléchir à la façon dont vous consommez, en particulier des produits du numérique. Mais, est-ce que cette vision n'est pas un petit peu simpliste ? On a souvent dit que pour la consommation en général, on aime faire porter le chapeau au consommateur, mais est-ce qu'il est responsable de tout? Est-ce qu'il a la main pour faire les choix concernant justement l'impact de ce qu'il achète? Bah moi je dirais je suis pas sûre, et j'aime pas justement cette vision manichéenne du oui mais c'est l'acheteur, parce qu'en fait, celui qui a le choix, c'est souvent celui qui a l'argent. Et celui qui a l'argent, bah, c'est pas toujours le consommateur. Dans les faits, les chiffres sont tels que le consommateur est responsable pour 1/3 des émissions de carbone dans les pollutions numériques. 1/3, ça signifie que oui, il a une responsabilité. C'est pourquoi on va l'inviter effectivement à améliorer de lui-même son impact. Alors déjà, moi je tiens à préciser que ça n'est possible que dans la limite de ses moyens. Si on lui propose pas une offre qui lui permette justement d'améliorer ses choix à un prix qui lui soit accessible, je vois pas bien comment il va pouvoir faire pour améliorer son impact. Mais en plus, ça veut dire qu'il y a 2 autres tiers en fait au problème. Qui sont ces acteurs-là? Eh ben ces 2 tiers, ce sont les industriels pour la production et les opérateurs et fournisseurs d'accès pour la partie transport des informations. Et donc, que font-ils ces personnes?
Eh bien, il faut savoir que dans toutes les interactions que vous avez avec du numérique, il y a un chemin très simple. Vous exécutez une action sur Internet. Cette action, c'est un message que vous envoyez, un peu comme dans vos neurones, quand vous décidez de faire quelque chose, et bien vous envoyez un message électrique. Ben là, c'est pareil. Il y a un message qui est envoyé, on appelle ça une requête en informatique, et cette requête va avoir tout un cheminement pour aller ensuite interroger un serveur. Et c'est ce serveur qui va vous apporter une réponse, et ainsi de suite. Il peut y avoir des milliers de requêtes qui s'exécutent à la moindre action que vous faites sur Internet. Je parle même pas du clic d'un bouton, mais simplement du chargement d'une page, par exemple. Donc, on peut voir du coup qu'il y a la partie que vous gérez, c'est-à-dire la partie qui se passe sur votre ordinateur, mais que dès que le message s'en va, bah nécessairement, en fait, vous sortez de votre domaine personnel. Donc le nom de domaine est assez bien utilisé, puisque ce sont les gestionnaires de domaine qui vont faire transiter votre message, et donc en fait, votre message va circuler à travers plein de routeurs, jusqu'à atteindre sa cible qui est un serveur. Les routeurs ont nécessairement une alimentation électrique. Ce sont des appareils électriques. Je sais pas si vous vous souvenez à l'époque quand vous aviez les modems qui faisaient ce bruit horrible lorsqu'on les lançait, bah, ils étaient branchés. Hein. C'est un peu comme votre box aujourd'hui. Votre box est un routeur. Donc tous ces outils sont branchés. Donc déjà, quid du coût énergétique de ces matériels? Quelles énergies sont utilisées pour les faire tourner? On peut se poser la question. Une façon d'y répondre, c'est de regarder leur localisation géographique. Typiquement, si vos routeurs sont en France, ils vont utiliser pour la plupart des énergies EDF de base, c'est-à-dire principalement du nucléaire. Si votre appareil se trouve ailleurs, il utilisera d'autres types d'énergie, ça peut être très variable selon le pays. Après, il y a la question du point final de la requête. Le point final de la requête, c'est un serveur. Alors là, pareil, les serveurs, ils peuvent être situés à divers endroits. Mais pour la plupart des requêtes que nous utilisons, ces serveurs sont regroupés par des gens qui vont traiter les données, et donc ces données, malheureusement, sont souvent hébergées aux États-Unis, dans d'énormes data centers. Et c'est ça, en fait, qui a fait se soulever les médias ces derniers temps, concernant justement la consommation de notre Internet. Puisqu'en fait, Internet est principalement hébergé dans d'énormes data centers aux États-Unis, dont l'impact écologique est assez douteux. Puisqu'aux États-Unis, les énergies peuvent avoir diverses formes, on peut compter à l'intérieur le gaz de schiste et le charbon, c'est quand même pas ouf, et qu'en plus, on va regrouper un data center, c'est quand même déjà un serveur. Un serveur, c'est quand même une entité qui consomme énormément d'énergie par le simple fait que vous prenez votre box, mettez votre main dessus, elle chauffe. Un serveur, ça va être 10 fois la taille de votre box. Donc autant vous dire que ça chauffe énormément. Mettez-en plusieurs dans un même espace, vous avez intérêt à bien refroidir votre espace. Et c'est le coût de ce refroidissement qui a un impact carbone colossal. Donc vous voyez bien que dans votre simple requête, admettons vous interrogez Google, vous allez avoir un impact carbone, mais un impact carbone qui est généré partiellement par vous et la façon dont vous utilisez votre navigateur, mais aussi et surtout par tous les intermédiaires qui interviennent jusqu'au data center et aussi par le data center lui-même. Donc je ne dis pas qu'en tant que consommateur, nous devons nous dédouaner complètement de l'impact que nous avons vis-à-vis de notre consommation numérique. Simplement, j'estime qu'en prenant connaissance de l'intégralité du problème, ça sera plus facile pour nous de faire les bons choix concernant justement ce que nous voulons faire du numérique dans les années à venir. Alors, comment améliorer les choses? Eh bien, il y a 3 possibilités. La première, c'est la sobriété radicale. C'est celle qui vous est proposée par beaucoup de personnes qui sont proches du milieu écologiste. Et c'est la solution extrême. C'est-à-dire, voilà, dans le monde d'après, on arrête le numérique. Netflix, c'est fini. Google, c'est terminé. Nous, ce qu'on veut, c'est vivre les uns avec les autres et avoir un minimum de consommation énergétique globale dans des toutes petites maisons avec une consommation extrêmement raisonnée. Alors c'est très bien. Je pense que c'est une démarche tout à fait intéressante. Après, ça dépend où vous en êtes vis-à-vis du numérique.
Effectivement, si vous estimez que votre consommation est relativement toxique vis-à-vis de comment vous appréhendez la vie, bah, ça peut être la bonne solution. Vous dire non mais moi j'ai pas besoin de ça, j'arrête. Après moi, je suis pas fan des méthodes radicales et j'estime que dans la vie il y a toujours une troisième voie. À choisir entre un monde sans internet et sans technologie et un monde à la Minority Report, bah moi je sais pas choisir en fait, parce que dans les deux cas on nous demande de tout abandonner. Et je me dis, quand même, avec toutes les inventions qu'on a réussi à faire ces derniers siècles, et les progrès hyper intéressants qu'on a été capable d'amener à l'humanité, est-ce que le numérique, ça pourrait pas en faire partie? Est-ce qu'on pourrait pas l'utiliser à bon escient plutôt que faire n'importe quoi, tout simplement? C'est un peu comme si on se disait « Ah oui, mais le progrès, c'est toujours mauvais. » Non. Ce qui est mauvais, à mes yeux, c'est la façon dont on l'utilise. C'est un peu comme la bombe atomique. Les réactions atomiques ont pu apporter des choses très intéressantes dans les sciences. Malheureusement, il y a des gens qui s'en sont servis pour faire n'importe quoi. Donc aujourd'hui, c'est un peu pareil. Est-ce qu'il faut pas juste rendre à nouveau le numérique propre? Avoir un numérique propre, ça passe par deux axes. Le premier, c'est les impacts en termes de pollution. Donc ce problème de pollution, il prend deux formes. Il va y avoir la pollution matérielle, qui sont les appareils que l'on utilise, et la pollution carbone, dont je vous ai parlé précédemment, et que les gens abordent très souvent. Et là, moi, je voudrais revenir sur la pollution matérielle, parce qu'en fait, on commence tout juste à prendre conscience de ce problème, et à se dire, ben ouais, il y a peut-être un truc qui cloche dans la façon dont on utilise nos smartphones et nos PC. Déjà de 1, parce qu'il y a cette espèce de course effrénée à la nouveauté, qui fait qu'on va nous sortir sans arrêt des nouveaux matériaux, et qu'on va nous inviter très fortement à les acheter. Alors ça peut être d'une façon commerciale avec de la publicité directe, mais ça peut être insidieux avec les systèmes d'obsolescence programmée qui dans le numérique prennent la forme souvent de l'amélioration de la qualité des flux sur internet, qui font que on va envoyer des choses en plus grosse quantité qui seront du coup plus difficiles à traiter par des moniteurs plus anciens. Cette incitation à changer de matériel fréquemment est très présente, surtout au niveau des smartphones. Et donc voilà, il va falloir réfléchir à est-ce que j'ai besoin de changer mon smartphone très fréquemment. Donc peut-être pas déjà de 1. Et de 2, si je change mon matériel, comment je le change pour ne pas avoir un impact carbone dégueulasse. Et là-dessus, on a des alternatives qui sont en train de se mettre en place, puisqu'on a de plus en plus de propositions de rachat de nos anciens appareils, et de propositions aussi de vente de produits reconditionnés. La récupération des matériels permet notamment de revendre en fait ces outils, de remettre ces outils sur le marché. Donc je vous invite fortement, donc à chaque fois que vous voulez changer de matériel, à réfléchir à est-ce que j'achète du neuf ou est-ce que je passe par ces systèmes de reconditionnement, quels sont mes besoins et comment être le plus propre vis-à-vis de mes besoins réels. Il y a d'autres choses que vous pouvez faire aussi, c'est gérer vos matériels proprement. Donc une fois que vous les avez, comment vous les utilisez. Vous avez la possibilité de réduire votre consommation énergétique en utilisant vos matériels, tout simplement avec plein de petites astuces que vous trouverez dans la vidéo de Dr Nozman. Maintenant, au niveau de l'industrie, comment eux pourraient changer? Eh bien déjà, il y a justement cette affaire du reconditionné. Il y a deux façons d'utiliser des appareils qui ont été reconditionnés lorsqu'on est une entreprise. La première, c'est l'appareil est encore viable, vous le reconditionnez, vous le remettez à l'avant. L'autre façon, c'est vous recyclez votre matériel. Il faut savoir que les matériaux informatiques sont faits de produits assez polémiques. C'est-à-dire que beaucoup d'entre eux sont faits notamment de métaux précieux, et ces métaux précieux sont minés en Inde et en Afrique dans des conditions tout à fait discutables en termes éthiques et aussi écologiques.
Donc ça vient en dehors de l'impact carbone, on est d'accord. Puisqu'on a parlé énormément de la partie carbone, mais il y a aussi toute cette partie métaux lourds et plastique. Donc, ce qui serait bien, ça serait que lorsque l'on se débarrasse de notre appareil, que ce plastique soit recyclé, que ces métaux lourds soient recyclés, afin qu'on n'ait pas besoin d'aller en chercher d'autres dans des pays où les gens sont traités de manière discutable lorsqu'on doit extraire ces éléments. Ça, c'est quelque chose qui est en train de se développer de plus en plus ces dernières années, où soit des entreprises vont se dire je vais récupérer moi-même mes anciens téléphones, mes anciens PC que je construis, et je vais les démanteler moi-même une fois qu'ils sont plus utilisables pour en faire d'autres PC, soit en récupérant les pièces telles quelles, soit en allant jusqu'à désosser les métaux, ou bien par de nouveaux industriels qui commencent à apparaître, qui sont spécialisés justement dans ce désossage, et qui créent justement une nouvelle forme d'industrie qui est une industrie de récupération. Je vous mets un article dans la description d'ailleurs sur une entreprise australienne qui a décidé justement de faire ce choix, de se consacrer à la récupération des métaux sur les appareils du numérique. Maintenant, il y a aussi d'autres choses sur lesquelles on peut agir. Alors déjà, de 1, par exemple, c'est les énergies qui sont utilisées dans les entreprises du numérique. Donc ça, c'est quelque chose qui serait important de changer, puisque justement, en fait, aujourd'hui, on a des choix en termes de fournisseurs d'énergie qui permettent aux individuels de faire des choix plus verts concernant l'électricité qu'ils consomment. Donc pourquoi les industriels ne pourraient pas aussi faire ces choix-là? On a vu ce choix se faire dans justement une industrie de laquelle on parle pas tant que ça dans les médias conventionnels, mais qu'on connaît très très bien dans le milieu du numérique, qui est le minage de Bitcoin. Beaucoup de gens se sont dit, bah oui, le minage de Bitcoin, ça fait quand même tourner des machines 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec des coûts de requête très très fréquents et lourds. Est-ce qu'on pourrait pas, étant donné que déjà on a une optique éthique qui fait qu'on veut changer le système monétaire, est-ce qu'en même temps on pourrait pas changer aussi notre façon de consommer l'énergie? Et donc beaucoup de mineurs se sont mis à opter pour les énergies les moins chères, d'une, et aussi les énergies les plus propres. Dans les énergies les moins chères, il faut savoir que dans le monde, on a moyen d'avoir des serveurs qui coûtent très peu cher en énergie puisqu'ils sont situés sur des zones où l'électricité utilisée est de l'électricité hydraulique. C'est le cas notamment dans la région du Sichuan en Chine, où il y a énormément de mineurs Bitcoin, puisque justement l'énergie coûte très peu cher, mais pour le coup c'est pas une énergie sale, puisque c'est de l'énergie hydraulique. Par contre, on a l'effet inverse, qui est que il y a aussi énormément d'autres mineurs en Chine, et le problème c'est que du coup ils utilisent du charbon, et ça c'est pas ouf. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui se sont dit, mais alors attends, parce que il y a un autre endroit où l'énergie coûte pas cher et elle est verte, c'est vachement intéressant, c'est l'Islande. Oui, puisqu'en Islande, les gens utilisent la géothermie et l'énergie hydraulique. Donc ce sont deux énergies qui sont extrêmement propres et qui permettent du coup d'utiliser des services numériques avec un impact carbone très très faible. Donc là il y a quand même beaucoup de gens dans le milieu du numérique qui commencent à se poser la question de ah ouais alors attends, parce que si les mineurs Bitcoin ils commencent à se dire on va aller en Islande, est-ce que nous ça serait pas aussi intéressant qu'on aille mettre nos data centers en Islande? Donc il y a quand même cette possibilité. Maintenant, reste un problème qui est celle de la souveraineté des données. Puisque si on veut un monde numérique meilleur, est-ce qu'il faudrait pas aussi réfléchir à comment sont respectés les gens, les utilisateurs dans cette façon d'utiliser le numérique? Et il s'avère qu'en s'amusant à mettre des serveurs dans des pays étrangers, ces serveurs sont pas sous couvert de la loi de notre pays, et donc lorsqu'on veut que nos données soient protégées de la façon dont la loi de notre pays protège nos données, ça marche pas des masses. On a vu ça notamment en France avec tous les systèmes qu'on met en place avec la CNIL, mais qui sautent dès qu'on a un site qui est hébergé aux États-Unis, par exemple. Donc est-ce qu'il faudrait pas se demander aux grands industriels de l'internet de respecter ces lois, et pour ça d'avoir un data center dans chaque pays qui utilise ces services. Ça pourrait aussi résoudre quelques problèmes techniques, puisqu'on a pu le voir ces derniers jours lorsqu'il y a eu une panne de Google. Tous les services étaient off dans le monde,
Pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont tous hébergés au même endroit. En France, par exemple, c'était assez risible parce qu'on avait accès au moteur de recherche. Bah oui, Google FR, les serveurs du moteur de recherche sont en France. Mais tout le reste était inaccessible. Je parle de YouTube, de Gmail, etc., etc. Donc effectivement, même en termes de stratégie, déjà, c'est pas forcément pratique. Et en termes, du coup, de respect des données des personnes, c'est pas du tout adéquat. La question va se poser aussi, du coup, si on va en Islande, puisque les règles d'utilisation des données islandaises ne sont pas celles de France. Donc maintenant, voilà, est-ce qu'on peut pas multiplier les services dans chaque pays? Réflexion à se faire. À ce moment-là, on aura la souveraineté sur la façon dont on traite nos données, ainsi que la souveraineté sur le choix des énergies utilisées par ces serveurs. Une autre réflexion aussi qu'on peut avoir, c'est comment améliorer les batteries de nos outils. Parce que le lithium qui est utilisé aujourd'hui principalement dans toutes les batteries, ça va de la voiture électrique à notre smartphone, bah il est prélevé en Afrique en fait, par des enfants, donc c'est quand même pas génialissime, et en plus en termes d'écologie c'est nul. En recyclage c'est vraiment un des trucs les plus pourris. Aujourd'hui il y a énormément de gens qui réfléchissent à ce problème, puisque c'est aussi un problème qui oppose des freins gigantesques au développement de la voiture électrique. Donc comment on pourrait faire pour recycler au mieux de ces batteries, et comment on pourrait faire pour avoir des batteries plus durables? Eh bien c'est une ligne de réflexion qui fait travailler énormément de chercheurs de nos jours. Et il y a des choses, des nouvelles technologies qui font leur apparition, qui sont extrêmement intéressantes à ce sujet, avec la découverte par exemple de nouveaux matériaux qui ont des propriétés phénoménales et qui en plus sont écologiques. Donc on va voir dans cette veine le développement de nanotechnologies biologiques à application informatique. Donc ça, déjà, c'est passionnant. Je vous invite franchement à suivre les débouchés de ces recherches parce que c'est incroyable. Le bioordinateur, franchement, c'est quelque chose qui, moi, me fascine. Mais dans le même temps, il y a aussi l'émergence beaucoup plus actuelle, beaucoup plus proche de nous, de matériaux comme le graphène, qui du coup dérive du bois. On le voit aujourd'hui émerger énormément dans la recherche sur les batteries, mais qui vont avoir des répercussions dans des domaines très différents et des répercussions tout à fait intéressantes. Dans le domaine des batteries, ça a deux avantages. C'est que ça permet d'avoir des batteries qui durent plus longtemps et d'avoir des batteries qui ont beaucoup moins de risques d'explosion. Mais le graphène a aussi ce côté pratique que les mines ne se situent pas en Afrique, mais ailleurs dans le monde. Donc ça permet aussi de rétablir une répartition plus saine peut-être des ressources, bien que certaines mines soient en Inde et en Chine, mais vous avez la possibilité aujourd'hui d'avoir du graphène dans des pays occidentaux comme le Canada ou l'Ukraine. Donc il y a quand même moyen d'avoir des choses où on a un peu plus de contrôle sur le côté éthique du prélèvement de ces ressources et aussi sur les énergies utilisées lors du prélèvement de ces ressources. Donc comme vous le voyez, aujourd'hui on peut quand même, avec les innovations qui sont faites, avec les prises de conscience aussi qui existent dans le monde, on a la possibilité de trouver des solutions pour conserver nos acquis de progrès et en faire quelque chose de plus sain pour l'environnement. Moi, ce dont je rêve à l'avenir, c'est de pouvoir continuer à regarder mes séries le soir, de pouvoir continuer à travailler sur internet, mais tout en n'ayant pas à avoir mauvaise conscience en me disant « mais ce que je fais c'est mal en fait ». J'aimerais aussi qu'on me respecte en tant qu'individu, et qu'on respecte les individus qui produisent le matériel que j'utilise. Pour ça, j'aimerais que les États se posent la question de notre souveraineté et la question de la façon dont on veut continuer à progresser au niveau technologique. J'aimerais que nos données soient respectées et que l'on soit capable sur le territoire de produire les appareils que nous utilisons pour le numérique. En plus, en France, on a la chance, c'est qu'on a un savoir-faire qui est existant, puisqu'il y a quelques années de ça, on était capable de produire des téléphones sur notre territoire. Sauf qu'on a laissé ce savoir-faire se délocaliser, et que, résultat des courses, on a une rémunération du travailleur qui a baissé, et un impact carbone qui a augmenté. Est-ce que nous voulons réellement continuer une croissance qui détruit tout ce qu'il y a autour de nous, ou est-ce que nous voulons changer de paradigme et réfléchir à justement quelle est la croissance que l'on veut? Est-ce qu'on veut une croissance financière ou une croissance qui fait que chacun d'entre nous ait accès à une meilleure qualité de vie? Certains pays
en Europe du Nord, ont déjà fait ce choix en calculant justement un indice de bonheur de leurs habitants et en se basant sur cet indice plutôt que sur un PIB pour avancer et pour définir leur idée de progrès. Dans le même temps, j'aimerais que l'État prenne ses responsabilités et pousse les industriels à vraiment se poser la question de leur impact carbone et de comment ils peuvent le réduire. C'est pourquoi je vous invite à signer la pétition dont je mets le lien en description, afin qu'enfin on ait de vraies lois pour le climat dans notre pays. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour pouvoir voir la suite de mes publications, à regarder la vidéo de Dr Nozman afin d'améliorer votre impact carbone numérique chez vous, de mettre un pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à commenter aussi pour me donner votre avis, puisque je sais que c'est un sujet sur lequel j'aurais aimé passer plus de temps, où j'aurais aimé interagir avec vous en live, mais en ce moment, mettre en place des lives où on ne fait que débattre, c'est assez compliqué pour moi. Donc pour l'instant, je me contente de faire ça en vidéo toute seule devant ma caméra. J'espère qu'un jour, en tout cas, on pourra faire ces lives. En attendant, je vous invite à interagir dans les commentaires. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Et bye bye mes soleils!